Y a-t-il un petit parfum de vacances dans l'air? Sentez-vous une odeur? Ouais. Très forte. Très haut, très forte. Oui. Ouais. Ben, Martin est en short. Ça fait longtemps que j'ai pas... Ah, Alex aussi. Shorts et Crocs. Les gars, vous avez l'air de vacancier. Je reviens du camp de vacances, donc c'est sûr que j'ai une petite... Il y a un petit parfum de vacances. T'avais l'uniforme. Presque. J'ai presque sorti mon vieux nom de camp. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Est-ce qu'on l'a déjà fait, ça? Non, je pense pas. D'ailleurs, à ce camp-là, ils n'ont pas de nom de camp. Donc, tu es allé mener un de tes nombreux enfants. Oui, un de mes enfants. Dont on taira l'identité. Et dont on taira le camp également. Dans un camp dont on taira l'identité. Quoique, un rabais serait apprécié. Je le connais, ce camp-là. Oui, oui. Un excellent camp de vacances. Mais donc, tu reviens du camp et ils n'ont pas de nom de camp, les moniteurs. Non. Ça mériterait aussi un rabais. Ou enfin... Ça prend des noms de camp. Ça prend des remontrances, là. As-tu été moniteur, Martin, dans ta... Non, jamais. Non, Martin est occupé. Ça n'a même pas effleuré mon esprit. Ben là, à 15 ans, non. À 12 ans, tu peux pas être moniteur. Non, c'est ça. Je me suis à 15 non plus. Moi, j'étais moniteur à 16. 16, c'est le minimum, puis 16, c'est un peu jeune pour s'occuper d'enfants, je trouve. Est-ce qu'on a déjà fait cette ouverture-là? Je sais pas. Sur les noms de camp. Écoute, on est rendu à 400, combien d'épisodes? Non, mais je vous le dis. 418, je pense. Moi, toi, c'était Maman? Maman? Oui. Maman, c'est ça? C'était Maman. Ouais. Moi, c'était Je trouvais ça bien drôle. C'était Vortex parce que je savais pas quoi choisir à l'époque. Ben, avec un X. C'est bon avec ça un marche, X. Alex, Vortex. Moi, la soirée où on a cherché nos noms de camp, on a eu beaucoup de plaisir. Ouais. On a beaucoup ri. Ah, c'est ça. Mais moi, je me suis comme aperçu qu'il fallait que je trouve un nom de camp pendant que j'attendais pour faire l'entrevue, je pense. Ou en tout cas, assis sur la chaise. Il fallait que j'aie un nom de camp dans les minutes qui suivent. Donc, c'est pourtant pas indicatif de ton niveau de préparation. Non, je m'étais fait. Je pense que je savais juste pas. Tu savais pas. Ouais, c'est ça. Pourtant, j'avais fréquenté les camps de vacances dans ma jeunesse avec les balous de l'époque et les bagueras et compagnie. Envoyez-nous parce que c'était tout le livre vos de la noms de jungle. camp. Oui. Il y a toujours, tu sais, comme, c'est ça. Sherkan, il y avait un Sherkan. Mais des X, des OU. C'est des sonorités qui reviennent souvent dans les noms de camp. Envoyez-nous vos noms de camp. On va les lire. Tout à fait. Puis peut-être revenir là-dessus. Peut-être. Non, moi, je me trouvais bien drôle. Tu sais, j'étais aussi gros que je suis là. J'avais des cheveux à l'époque, puis de la barbe aussi. Puis maman, je trouvais ça drôle. Jusqu'à ce qu'après 2 semaines, je me retourne à l'épicerie quand les enfants interpellaient leur mère. Puis là, pourquoi le gros monsieur se retourne? Le gros monsieur, le gros jeune homme se retourne quand on dit maman. T'avais déjà cette barbe à 16 ans? Non, mais j'avais peut-être 17. J'étais pas loin. Ah ouais? Oui. T'étais un animal. Oui. Oui, à cette époque-là, oui. OK. Martin, tu faisais quoi? Toi, tu faisais des étés. Moi, je faisais du sport. C'est ça. Je faisais du sport. Il se préparait pour une grande carrière de chroniqueur sportif. C'est pas en niaisant. Dans des camps de vacances. Non. On peut faire quelque chose de sérieux dans la vie. Et c'est pour ça qu'il est assis dans cette chaise-là aujourd'hui et que nous, on fanfaronne. Tout ça devient soudainement très, très limpide. OK. Bon. Alors, aujourd'hui, grosse semaine. Carrie est dans l'actualité et Zagreus pour une bouchée de pain. C'est tellement OK, épisode 418. Bonne Saint-Jean à tout le monde. Les Québécois, on est fiers. Let's go. On va chercher. Oh, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Phil, c'est pas arrivé. Oh. Hey, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, messieurs. Bonne Saint-Jean. Épisode de la Saint-Jean. Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Bonjour, Alexandre. Bonjour, messieurs. Et Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Messieurs, bonjour, Martin. mes hommages. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon, oui, grosse semaine, mais petit mardi. Oui. C'est exactement ça. Est-ce que c'est selon l'adage, on dit petit lundi, grosse semaine, est-ce que... je voulais demander ça, si vous vous attendiez à ben de l'action, puis c'est toujours une question un peu piège. Reste que
c'est ça, c'est le repêchage ce vendredi. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour dire qu'on remet ça, la petite fête de visionnement sur YouTube à compter de 19h. Soyez là, puis on enregistre. Nous, on va enregistrer le balado après la première ronde du repêchage. Ça sera disponible samedi matin. Voilà. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe de beau? Et là. Est-ce qu'on parle du Canadien? Est-ce qu'on commence par le Canadien? D'accord. Oui, vas-y. Tiens, Alex, c'est toi qui anime. Alors, c'est la ça, semaine passée... moment délégué comme ça. Hein? Papa, ouais, aujourd'hui, c'est toi qui anime. La semaine passée, j'avais choisi d'adopter un style plus conventionnel. Cette semaine, j'adopte un style... Ça t'allait très mal. C'est ce que tu t'es dit. Non, mais je laisse aller. Je laisse tout aller. Je pense que le Canadien aimerait ça connaître une grosse semaine, mais je ne suis pas certain que ça va être évident. Ouais. On en a déjà parlé un peu. Là. On entend dire que le CH est très actif pour essayer de s'améliorer, que ce soit pour trouver un défenseur droitier ou un joueur de centre ou pour trouver du talent de pointe offensif, tout ça. Il aimerait vraiment s'améliorer. Le seul problème, c'est qu'en raison d'une conjoncture qui fait en sorte qu'il y a tout le monde. Beaucoup d'équipes qui sont dans cette même position-là et qu'il n'y a personne qui est prêt à se départir d'actifs. Puis tout le monde a à peu près la même chose à monnayer, la même chose à vendre, c'est-à-dire des choix de milieu de première ronde qui valent rien. Oui, c'est ça. Que ce soit des choix de premier tour, deuxième tour ou des jeunes espoirs, mais on est prêt à hypothéquer l'avenir un peu plus, mais personne ne veut donner des joueurs de la Ligue nationale actuellement. Donc, ça va être quand même compliqué, je pense, pour le Canadien de naviguer cette semaine d'échange-là. Tu nous avais posé la question il y a longtemps, il y a quelques semaines, il me semble, quand tu nous avais dit à quoi vous vous attendez, est-ce qu'il devrait y avoir beaucoup d'actions parce que augmentation du plafond salarial qui passe à quoi, 96 environ l'année prochaine, et puis autre augmentation à venir dans les prochaines années, tout ça. Alors oui, il y a possibilité de manœuvrer, mais encore faut-il se trouver des partenaires de danse. Et moi, je pensais que ça allait être plus tranquille que ce qu'on aurait pu anticiper. Et c'est encore l'impression que j'ai à quelques jours du repêchage. Le CH fait partie de plusieurs discussions, mais pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Et peut-être qu'ils vont tout simplement agrandir, engraisser cette pépinière de jeunes talents en repêchant à peu près tout le monde, là, avec leurs nombreux choix de repêchage cette année. Donc, c'est pas nécessairement ce à quoi les amateurs s'attendent ou s'attendaient ou espèrent ou espéraient. Absolument. Mais on semble se diriger vers ça. Ça peut changer. Ouais. Mais disons que c'est le scénario le plus probable, j'ai l'impression, au moment où on se parle. Ouais. Et tu regardes la position du Canadien, c'est ça. Si jamais il faisait une transaction, fort probablement que les partenaires intéressés à transiger voudraient des jeunes joueurs. Il n'y en a pas tant que ça, des jeunes qui ont été développés par le Canadien là, qui... on déborde pas de cette matière-là, là, de joueurs avérés de la Ligue nationale qui contribuent, puis dont on aurait en nombre suffisant pour pouvoir s'en départir. Dans le noyau, tu as Caulfield, Goulet, Slafkovský, Hudson. Après ça, tu as Demidov qui vient de se joindre au groupe. On s'entend, il fera partie d'aucune conversation. Tu as Strobel... et Dobesch qui se sont greffés à l'alignement, mais qui ne sont pas encore des contributeurs majeurs. Ouais. Strobel, je ne pense pas qu'il sera jamais un contributeur majeur. Ça va être un joueur de la Ligue nationale. Alors, ça, c'est le butin qu'on a réussi à amasser jusqu'à présent au repêchage, qui fait partie du noyau. Puis on sait que c'est là. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Il y a 9 ou 10 jeunes qui ont été repêchés là, depuis 2020-2021, là, dont on pense qu'ils vont pouvoir jouer dans la Ligue nationale. Alors, c'est peut-être, si on n'est pas capable de transiger, juste de continuer à arroser le jardin, à placer au soleil, puis à laisser ça grandir. Puis c'est pas un contexte facile. C'est quand tout le monde a plus d'argent à dépenser soudainement, ça ouvre plus la porte à des folies qu'autre chose. Il y a des directeurs généraux qui sont sous pression, puis qu'ils sentent que leur poste est en danger, puis qu'ils vont faire des dépenses complètement folles, qui vont peut-être créer des problèmes pour leur éventuel successeur.
Et il n'y a pas beaucoup d'équipes, c'est ça, en reconstruction. Là, toutes les nombreuses équipes en reconstruction, il y avait à peu près un tiers des équipes de la Ligue nationale au cours des dernières années qui étaient en reconstruction. Ils sont tous sortis de cette phase-là. Là, fait que tout le monde veut ajouter. Ou veulent en sortir. C'est ça. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a bien des équipes qui ont amorcé leur reconstruction avant celle du Canadien, mais ils n'ont pas réussi à en émerger à temps. Donc, ils sont encore dans cette phase de, ben là, on aimerait ça se relancer. Pensons aux Sabres de Buffalo. Peut-être même qu'à la limite, on peut rentrer les Sénateurs d'Ottawa dans cette catégorie-là, quoiqu'ils ont pris certainement un pas. Mais il y a plusieurs équipes, dont les Red Wings de Détroit, dont la reconstruction a piétiné. Et là, ils en sont au même point que le Canadien, alors que ça ne devrait plus être le cas. Puis, dans les dernières années, n'oublions pas, avec cette stagnation ou presque du plafond salarial en raison de la pandémie et de la dette que les joueurs avaient engrangée auprès des propriétaires, ça ne bougeait pas beaucoup. Et il y a des équipes qui, forcément, se trouvaient coincées et devaient se débarrasser de joueurs. Là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Le Lightning de Tampa Bay, à chaque année, chaque saison qui se terminait, on se demandait, qui vont-ils devoir larguer cette année? Et chaque saison, ils larguaient des joueurs. Après leur deuxième coupe, ou leur deuxième coupe Stanley, je pense, ils ont dû démanteler l'entièreté de leur troisième trio. Exact. Yannick Gourde, Barclay Goodrow, Blake Coleman, ils sont tous partis parce qu'on n'avait plus l'argent pour les payer, c'était plus possible. Nommez-les, Andrei Palat, Alex Killorn, Stamkos l'année dernière, Tyler Johnson, Ryan McDonough, avec qui on avait fait signer une prolongation de contrat pas longtemps avant. Alors là, regardez les Panthers de la Floride, ce qu'on entend dire, ils vont garder tout le monde. Ils aimeraient garder tout le monde. Plus vraisemblablement 2 sur 3. Là, on parle de Brad Marchand, Aaron Ekblad et Sam Bennett. Plus vraisemblablement 2 de ces 3-là. Mais très probablement 2 de ces 3-là. Et qui sait, peut-être plus. Donc, imaginez, là, c'était qui le troisième trio des Panthers en série? Anton Lundell, Marchand puis Eetu Luostarinen, qui a été une force de frappe monstrueuse, là, qui a dominé tous ses adversaires à chaque tour. Imaginez si les Panthers avaient dû se débarrasser de l'entièreté de cette unité-là. Donc, on n'est plus du tout dans le même monde, dans le même moule, ce qui va peut-être permettre aux Panthers de dominer encore un bout de temps, d'asseoir une certaine hégémonie. Ça, on verra. Mais eux peuvent se permettre de garder ces gars-là, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est sûr qu'ils se seraient retrouvés sous d'autres cieux. Ça créait du mouvement, ça créait des possibilités, des avenues. Quand Marc Bergevin est allé chercher à peu près tout le monde là, après la bulle à Toronto, Josh Anderson est débarqué par voie de transaction. Toffoli. Contrat, je pense. Hein? C'est un joueur autonome. Joel Edmondson, petite transaction aussi contre un choix. Jake Allen, transaction. C'est pas l'année de Charrett aussi? Charrett est arrivé avant. Oui, il me semble. Oui. Et donc, tout ce monde-là, c'est le contexte financier, fiscal qui a permis à Bergevin de se démarquer à ce moment-là. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Ça va être plus compliqué. Il n'y a pas grand monde qui est prêt, de ce qu'on entend, à transiger des joueurs. Quoique, il y a quelques noms qui circulent qui, moi, me font vraiment sourciller. Ah ouais? Ben, les Sabres de Buffalo écouteraient les offres à propos de J.J. Peterka. Ce qui me c'est tout à fait Buffalo. Jette en bas de ma chaise. Alors, s'ils se mettent à échanger ce genre de joueurs-là, ils sont aussi bien de fermer les portes. Là. Ils ont fait ça. Ils s'en sortiront jamais. Est-ce qu'ils peuvent juste dire on est tanné. C'est terminé. On est tanné. Pour vrai, la gang, là. Ça fait un bout qu'on essaye. Mais là, on ferme ça. J.J. Peterka, Noah Dobson, apparemment, mais ça coûterait mer et monde, là, mais apparemment que Elliot Friedman et d'autres rapportaient que les Highlanders veulent savoir, Mathieu Dash aimerait savoir ce que ça vaut. Donc, écoute pour savoir qu'est-ce que les gens seraient peut-être prêts à faire si jamais ils décidaient que Noah Dobson était disponible. Et on a entendu la même chose pour Jason Robertson avec les Stars de Dallas. Donc, si c'est le cas, il faut absolument... tu t'appelles Kent Hughes, il me semble que tu te dois d'essayer d'être de ces 3 combats-là. Mais dans ces 3 cas-là, puis c'est intéressant parce que ça ouvre une porte où je me demandais si on allait, alors on va y aller. Dans ces 3 cas-là, c'est sûr que les équipes en compte voudraient avoir des joueurs. Puis là, Martin, tu parlais du noyau tantôt. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Hudson et je pense qu'on peut ajouter Demidov. Goulet, oui. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans
Parce que c'est de ça dont on parle. Il faudrait qu'il y ait des joueurs là-dedans qui fassent partie dans le cas de Noah transaction. Dobson, je pense que des oui. trois là. joueurs que tu as nommés. Les trois, je sais Tu pas. n'iras Mais... pas chercher J.J. Peterka avec un choix. Puis, et je pense que les Sabres, de toute façon, ne veulent pas avoir le 16e choix au repêchage, puis Jayden Struble. C'est pas ça qu'ils vont chercher. Non, ça va être plus que ça, c'est sûr. Non, mais je veux dire, ils vont chercher des joueurs, un peu comme ils ont fait pour Dylan Cousins. C'était peut-être pas une bonne transaction, mais n'empêche qu'ils avaient insisté pour avoir un joueur qui avait de l'expérience puis qui avait un peu de millage. Mais dans le cas de Jason Robertson, par exemple, qui est quand même un marqueur d'élite, là, qui a déjà fait 100 points et tout, ce qu'on entendait, c'est que les Stars aimeraient savoir s'ils sont en mesure de récupérer ce qu'ils ont donné dans l'échange avec les Hurricanes de la Caroline pour mettre la main sur Mikko Rantanen. Donc, essentiellement, des choix et un bon jeune prometteur déjà un peu établi dans la Ligue nationale, là, dont on sait qu'il va connaître une carrière. Donc, si c'est ça le prix demandé, j'imagine que c'est pas démesuré. Là. Tu t'attaques pas à Suzuki ou à Demidov ou à Hudson dans ce cas-là. Là. Je sais pas qu'est-ce qui intéresserait les Stars, mais ça me paraît pas être un prix démesuré. C'est peut-être moins vrai maintenant qu'ils ont échangé Mason Marchment, qui ont pu offrir une prolongation de contrat à Maverick Bourque, et qui sont moins coincés parce qu'eux étaient une des rares équipes là, à être étouffées par le plafond. Là, c'est moins le cas. Mais si c'est ça, les demandes, c'est pas non plus pharaonique. Dans le cas de Noah Dobson, oui, je suis convaincu qu'il faudrait que tu touches à ton noyau. Je vois pas comment tu pourrais obtenir ce gars-là sans te débarrasser de Juraj Slafkovský, par exemple. Je sais pas. Là. Je vois pas comment les Islanders pourraient envisager de laisser partir Dobson. Ils n'ont pas énormément de jeunes. C'est un défenseur qui est capable de générer des points, qui arrive à son apogée. Il y a quoi? Il y a 25 ans. Il va être bon jusqu'à 35, 36, 37 ans. Non, je suis d'accord. Là. Puis ils ont la chance de peut-être sélectionner un excellent défenseur aussi avec le premier choix au total. Là. Ça fait que tu pars ton équipe avec un bon gardien, deux solides défenseurs. Il me semble que c'est une bonne partance pour un directeur général qui arrive. Les défenseurs, je pense qu'il y a 2 ans où on parlait de Dobson, là, il pétait des scores qu'on avait rarement vus au niveau des passes décisives, qui est un talent très particulier. Non, je ne peux pas croire. À son apogée, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Je suis convaincu de ça. Oui. Puis, s'il se replace un temps soit peu, d'après moi, il va être de l'équipe olympique là, canadienne. Alors, il est certainement de ce niveau-là. Alors, ça prendrait... Probablement que si Mathieu Darche était prêt à faire ça, c'est parce qu'il y aurait en retour peut-être un échange 1 pour 1, une vedette offensive de calibre semblable. Là. Je peux pas croire que... Mais je reviens à ça. Dans le noyau du Canadien, est-ce qu'il y a un joueur qui est plus sacrifiable que d'autres, à votre avis? C'est une bonne question. Quand tu as un problème de profondeur, t'as pas grand monde qui est sacrifiable. Ils sont plus en mode nécessité d'ajouter. Est-ce qu'ils vont tenter de cibler parmi les joueurs qui n'ont pas encore atteint la Ligue nationale, des gars qui ont bien paru ou qui ont une bonne réputation, soit dans la Ligue américaine ou dans les rangs juniors? Puis essayer de refiler ces gars-là. Peut-être, mais toucher au noyau actuel. Écoute, ce serait déshabiller Paul pour habiller Jean. C'est ça, parce que c'est ça. C'est pas un ajout, ce serait pas de côté. Est-ce que David Reinbacher fait partie du noyau? On l'a pas encore? Non. On l'a pas. Non, c'est ça. Mais peut-être que lui est expandable. Est plus sacrifiable, ouais. C'est pas beau. Alors, faisons-nous à l'idée. De toute façon, c'est le temps pour repêcher pour le Canadien. Là. Si jamais ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur, c'est le moment idéal pour la corriger. Exact. Mais je pense pas je pense qu'ils sont contents. Il me semble ce qu'on a vu pendant les séries. On parle de Reinbacher. Mais c'est dur d'être content. Ils l'ont pas vu jouer beaucoup. C'est ça. Non, mais de ce qu'on a vu en série. Je sais pas exactement quel regard ils posent sur ce choix-là presque 2 ans plus tard encore. Là. Ah ouais? Ben non, mais je pense qu'ils ont confiance, mais peut-être moins qu'avant. Ou peut-être qu'ils n'ont pas l'impression. Je sais pas. OK. Mais comme Martin dit, c'est effectivement si à l'interne, une fois les portes fermées, Gorton, Hughes puis Bobrov, la pointe s'assoient ensemble puis jasent de ça, à l'interne, sont moins convaincus de son plafond, par exemple, de ce qu'il pourrait devenir, ce serait le moment parfait pour la corriger, effectivement, parce que plus tu laisses le temps passer,
plus si ça s'avère, ben sa valeur va être moins. Il y a eu un exemple de ça, on va en discuter tantôt, mais il y a eu un exemple de ça cette semaine, à quel point une année, exact. Ça peut faire une différence dans une valeur qu'on attribue à un joueur. J'allais dire, donc, on va s'y faire. Ça se peut qu'il se passe pas grand-chose. Puis c'est pas grave, parce que c'est le meilleur moment pour le Canadien pour repêcher, parce qu'ils sont bons maintenant pour repêcher, ce qui n'était pas tant le cas, parce que Martin, tu as publié ton classement annuel. C'était habile, ça. Merci. Ouais. C'était un petit mardi. Je trouvais que ça nous faisait du matériel pour aujourd'hui. Je trouvais. Non, mais t'as un peu de parenthèse, parce que tu fais ça à chaque année. Oui. Puis à chaque année, il y a un petit 3 jours creux là, avant la fin de la saison. Puis souvent, avant, c'est un truc. Avant, souvent, je le faisais au mois de septembre. Je trouvais que c'était pas. Je trouve que le meilleur timing. Oui, le meilleur temps pour le faire, c'est présentement. C'est juste avant le repêchage. Ça nous sert. Pour voir qui se situe à pour quel nous, endroit. c'est un très bon timing. Ouais. C'est ça. Puis, juste pour expliquer un peu la méthodologie, là, je compile le nombre de matchs joués par des choix de repêchage de chaque organisation sur une période de 8 ans. Pourquoi 8 ans? Parce que le hockey est un sport à développement tardif. Les joueurs sont sélectionnés à l'âge de 17-18 ans. Il y en a qui prennent 4 ans avant d'arriver dans la Ligue nationale, alors d'évaluer s'ils vont devenir des joueurs réguliers ou pas, ou s'ils vont jouer. Puis après 8 ans, bien, ils ont atteint l'autonomie, ils peuvent partir. Fait que je trouvais que 8 ans, c'est une bonne période. Et ça fait maintenant, pas loin, ça fait 10 ans, je pense, que je fais ce classement-là. Et le Canadien, messieurs, je fais un petit historique, là. Dans la période de 2008 à 2015, le Canadien était 29e dans la Ligue nationale. En termes, on avait de la difficulté même. La période noire. On avait de la difficulté à sélectionner des joueurs de 4e trio, à en trouver. En 2009-2016, c'était 26e, 2010-2017, 20e. Alors, le Canadien a longtemps été comme ça dans le dernier tiers de la Ligue nationale. Il y a encore 4 ans, dans la période de 2014 à 2021, le Canadien était 25e. Et là, boum, un bond extraordinaire. Le Canadien est au 5e rang dans la Ligue nationale de hockey pour le nombre de matchs joués par des joueurs sélectionnés. Il y en a plusieurs qui ne sont plus avec l'équipe maintenant. Ça inclut des joueurs qui ont été échangés. C'est ça, parce que le travail des recruteurs, ça consiste à trouver des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale, qui vont être capables de jouer dans cette ligue-là. Et ce que la direction fait avec eux après, s'ils sont échangés, comme Alexander Radulov, par exemple, pour aller chercher un autre joueur en contrepartie, bien, ça fait partie du jeu. Alors donc, au premier rang dans la Ligue nationale, les Devils du New Jersey, leur choix de repêchage, ont joué 2958 matchs au cours des 8 dernières années. Au deuxième rang, ça m'a surpris, les Rangers. 2922 matchs. Et les Rangers, si tu regardes un peu l'historique, Alex, ils n'ont pas ils n'ont pas trouvé de joueurs de la Ligue nationale depuis le repêchage de 2020. Là. Et en plus, ils ont de la difficulté avec leur choix de premier tour. Oui. Lias Anderson, Vitaly Kravtsov sont souvent... Il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Là. Exact. Alors, ils ont eu quelques années peut-être creuses. Troisième rang, Buffalo. Et Buffalo, c'est pas surprenant. Là. Ils ont un choix dans le top 10 presque à chaque année. Ils sont pas capables de transposer leur position avantageuse au repêchage en succès sur la patinoire. Ça me fait penser aux Oilers d'Edmonton d'avant Connor McDavid. Ils avaient toujours le premier choix au total. Ils n'étaient jamais capables de rien faire avec. Au quatrième rang, les Sénateurs d'Ottawa, avec 2664 matchs joués. Les Sénateurs ont bien repêché pendant plusieurs années. 4 choix de top 10 pendant ces 8 ans-là pour les Sénateurs. Et les Canadiens, donc, au 5e rang devant les Blackhawks, avec 2561 matchs joués. Et c'est ce que je disais tantôt, là, il y a, je pense, 40% de ces matchs-là, 43% qui ont été disputés par des choix comme Jesperi Kotkaniemi, qui est parti, Alex Romanov, qui est parti aussi, Jordan Harris, Ryan Poehling, qui a été impliqué dans une grosse transaction hier. Alors, mais quand même, l'équipe le vent a tourné chez les Canadiens à partir de l'année précédente, le repêchage de 2018, là, quand Marc Bergevin s'est mis à empiler des choix de repêchage pour donner plus de chance à ses recruteurs de frapper la balle en lieu sûr. Et il y a quand même il y a 4 membres du noyau qui sont là. On en parlait tantôt, là, Caulfield, Goulet, Slafkovský, Hudson. Et il y en a beaucoup qui s'en viennent. Là, quand tu regardes dans le système de recrutement, tout le monde pense que Michael Age va être un joueur de la Ligue nationale. Tu as Reinbacher qui s'en vient. Jacob Fowler, Florian Jacquet, Logan Mayou, Oliver Kapanen, etc., etc. Fait qu'il
Et c'est ça qui est important dans un système de recrutement amateur. C'est pas juste d'être capable de frapper un bon coup une fois de temps en temps, c'est d'être capable d'avoir une constance, d'amener un peu d'eau au moulin à chaque saison. Et je pense que la qualité du développement aussi est primordiale. C'est pas juste de choisir, c'est d'être capable de développer ces joueurs-là. Oui. Et ça, le Canadien s'est beaucoup amélioré aussi de ce côté-là, je pense. Ils prennent souvent des décisions pour le bien-être du joueur. Des fois, dire tel joueur serait capable de jouer dans la Ligue nationale tout de suite, mais on n'a pas vu son côté offensif encore se développer suffisamment. On va le laisser dans la Ligue américaine pour continuer à développer ça, ce qui a été fait avec Emil Heinemann notamment. Alors, c'est intéressant de voir ça. Et là, maintenant, le Canadien recule un petit peu. Là. On n'est plus dans le top 10 du repêchage, mais il y a quand même les 16e et 17e sélections. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ils ont bien fait la dernière fois. Caulfield Goulet, c'est 15-16e. Oui. Et tu peux... les défenseurs, je trouve que notamment à la position de défenseur, là, je lisais l'article de notre ami Godin qui a été publié sur la possibilité que le Canadien sélectionne un défenseur, un ou des défenseurs. Je trouve qu'il n'y a pas une grande marge entre des défenseurs qui ont été choisis premiers au total dans la Ligue ou qui sont choisis très tôt au premier tour et des gars qui sont choisis fin de premier tour au deuxième tour même. Tu as souvent des défenseurs d'élite de la Ligue nationale qui sont sélectionnés au deuxième tour. Ouais. C'est une position qui nécessite plus longtemps, une période de développement plus longue, donc c'est plus difficile de prévoir ce que va devenir ce joueur-là. Fait que si tu as un défenseur... vif d'esprit, avec un bon gabarit, qui est capable de patiner. Il faut que tu sois capable de projeter c'est pas dans 5 ans, là, c'est des fois 6 ans, 7 ans qu'il va être capable d'apporter. On se trompe souvent avec les défenseurs, je trouve. Oui. Puis c'est drôle que tu aies cette réflexion-là. Je l'ai eu aussi en potassant différents documents dans les derniers jours. Et puis, je regardais le repêchage de 2022. Puis c'est un bon exemple, tu sais. Simon Nemec est le premier défenseur à être choisi. Deuxième au total. David Jiříček est le deuxième défenseur à être choisi. Il a été échangé depuis. Kevin Korchinski, le troisième défenseur à être choisi. Puis c'est beaucoup plus tard que les meilleurs sont en train d'éclore. Le Pavel Mintyukov est mieux classé que tous ces gars-là. Il était le quatrième des défenseurs. Denton Mateychuk fait du bon travail à Columbus. Il y a aussi Liam Bichel qui jouait avec les Stars de Dallas cette année. Maverick Lamoureux qui a eu droit à une audition, qui est déjà peut-être en avance sur certains gars comme Jiříček et Korchinski, dans ma tête certainement. Ouais. Sam Rinzel qui a joué avec les Blackhawks de Chicago en fin de saison. Tout le monde se disait « Wow, quelle merveille ils viennent de trouver. » Ils l'ont repêché 25e au total. Hudson, 62e. Et Hudson, puis là, c'est ça, avec en apothéose, Lane Hudson au 62e rang. Mais on dirait que tous les défenseurs qui n'ont pas été pris dans le top 3 sont presque en train d'avoir une meilleure carrière. Donc, c'est une observation quand même intéressante. Ouais. Alors, trouvez pas ça plate si le Canadien repêche un défenseur 16e ou 17e ou même les deux, parce que c'est vrai que c'est pas sexy. C'est moins comme Trillant que un gros attaquant. Justin Carbonneau, mettons. Ou Justin Carbonneau. C'est Justin Carbonneau, c'est le fun. Le monde font « yeah ». C'est sûr. Alors qu'un défenseur générique du Canada anglais. De l'Ouest, ouais, c'est moins... C'est ça. Le Noah Jolson version 2025. C'est peut-être mieux. Mais les gens qui connaissent le hockey comprennent l'importance de ces défenseurs. Oui, évidemment. Goulet en est un bon exemple. Ouais. Goulet, ça a pris quelques années, Goulet. Là, tout le monde, quand tu es sorti des rangs juniors, on comparait son attitude à celle de Shea Weber. Puis c'est vrai qu'il y a un peu cette prestance. Cette prestance-là, mais ça... Avant qu'on le voit, cette année, je pense qu'on a vraiment commencé à le voir pointer vers être capable de presque toucher à son plafond. Il y avait une importance capitale pour cette équipe-là, puis il jouait les grosses minutes contre les gros joueurs, puis il était capable de prendre ces responsabilités-là, mais ça prend du temps. C'est très, très difficile comme position. Tu parlais de la séquence noire du Canadien de 2008 à 2015. Juste aller voir l'historique là, pour m'amuser. Et en 2008, les choix du Canadien n'ont disputé aucun match dans la Ligue nationale. C'est une année blanche. Est-ce que c'est l'année du gars là, qui marchait des nu-pieds dans... Danny Cristo. Qui nous a inspiré un autre très bon titre, d'ailleurs.
Sur la section des sports de Radio-Canada. Ben, vas-y, Je sais écoute, vas-y, j'ai pas dormi Et beaucoup. tu vois, C'est un bon. ben, par rapport à cette anecdote-là, là, où il y avait Donc, marché... Danny Cristo, qui avait été le premier choix du Canadien, mais un choix de deuxième tour, si ma Exactement. mémoire est bonne. C'est Exactement. l'année où le premier choix avait été échangé pour Alex Tanguay. Tanguay, voilà. Exactement. Et donc, Danny Cristo, c'était geler les orteils Marchant dans la neige. en marchant dans la neige, dans une histoire un peu rocambolesque. Là. Non, moi, je vais te le dire, là, quand je marche nu-pied dans la neige, c'est jamais là, parce que. Non, ça allait pas très bien. En tout cas, c'était pas la meilleure soirée. c'est jamais, C'était pas ça sa se meilleure raconte décision. pas. Ouais. Et puis, finalement, il n'y a pas eu de drame. là. Il n'y a pas eu à se faire amputer des orteils ni rien, mais ça a passé proche avec les engelures et tout. Ah ouais? Ouais, et le titre avait été Cristaux de glace. Bon. Moyen. Là, tu t'es contenu, là. Hein? Je travaille sur moi. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai trouvé ça bon. Ben, c'était tout indiqué. Oui. Ouais. Alors, ouais, mais ça, Alors, c'était année vraiment, blanche. c'était vraiment les vaches maigres. Ça, c'est les années de vache maigre, tu regardes ça, là. ouais, Ouf. Vraiment. Brandon Gallagher puis Arthurie Lekonen sont vraiment les gars qui sont venus racheter ces années-là, là, mais c'est pas fameux. Alors, c'est ça. Cette page-là est tournée et avec le recul, je me demande ce que Marc Bergevin aurait pu faire. Tu sais, il a été très inventif, Marc Bergevin. Il a été directeur général avec une main attachée dans le dos pendant presque tout son mandat parce que son département de recrutement amateur ne fonctionnait pas. Mais s'il avait été en trêve jusqu'aux genoux, comme présentement, parce il faut lui donner ça, là, il était imaginatif, faire des transactions. Puis, Ouais. Il y avait un bon... de bonnes intuitions, moi, je trouve. mais le gars le plus important maintenant dans l'organisation, on s'entend, c'est le gars qui est responsable du recrutement. Là. Si ce gars-là ne t'apporte pas de matière première, tu es condamné à descendre dans les bas-fonds. C'était à lui de s'apercevoir que son département de recrutement amateur ne fonctionnait pas. Mais ça prend du temps. Ça prend. Oui, mais il était là 10 ans. Ouais. Il aurait pu... puis ça avait commencé avant lui. Mais là, Mais est-ce que... Il s'en est rendu compte. Il a perdu son emploi en 2022. 21. 21. Novembre 21. Il a commencé à corriger le tir en 2017, donc 5 ans. 18, ouais. Mais Mais le Canadien fait mieux, mais l'un va avec l'autre. Là, on le voit, ils ont beaucoup plus de choix. Oui. Donc, ils se présentent à la beaucoup plaque plus de choix souvent, top 5. puis il frappe des coups sûrs. puis ils frappent des coups sûrs, et ils ont eu de meilleurs, mais en même meilleurs temps. choix aussi. Mais d'un pur point de vue quantitatif, Ben, c'est ils sûr. repêchent en gros, là, ce qui n'était pas le cas avant, puis c'est là que tu réussis à trouver des gars. Et est-ce que le département... Parce que, bon, Trevor Timmins est parti. Tu sais, Mais Timmins a laissé des beaux choix aux Canadiens. Le Canadien Ouais. actuel est en En grande partie. façonné à partir des choix de Trevor Timmins. Mais est-ce que le département, là, je parle les recruteurs, là, les gars qui... et femmes, il n'y a pas de femmes, enfin... les gens, est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que c'est une équipe qui a beaucoup changé? Ben, Il y a eu des petits changements. À un moment donné, on a nommé... Ouais. Bergevin a nommé Shane Shurla comme, qui est parti en comme Floride. recruteur en chef qui travaillait toujours sous la supervision de Timmins, mais c'est lui qui était sur le terrain. Lui est parti en Floride. Martin Lapointe, à un moment donné, qui était responsable du développement des joueurs, prenait de plus en plus de place. Je le voyais dans les arénas de hockey junior. Ouais. Il allait voir des matchs, puis il participait à ça. On lui a donné le poste de co-directeur du recrutement avec Nick Bobrov. Mais dans Je parle des gens de terrain. Ouais, là, dans je vais dire les plus petits dépisteurs qui ont un plus petit rôle, il y a eu des changements Oui. dans les dernières années. Oui. Je me rappelle plus par cœur des noms et tout, mais il y a des gars de l'Ouest qui sont partis, qui ont été remplacés. Il y a eu quand même, là, pratiquement à chaque saison, Ouais. c'est pas annoncé publiquement. Non, c'est ça, c'est plus... Mais c'est ça, ça se fait dans l'ombre un peu plus. Mais il y a eu des changements ponctuels de l'organisation. Moi, je pense que c'est le métier qui est le plus facile à évaluer si tu es directeur général, voir la qualité de tes recruteurs. Tu sais, les gars te donnent une liste, ils t'envoient une liste, leur liste à eux pour couvrir leur région, la région dont ils sont responsables à chaque année. Là. Fait que c'est facile, 3 ans après, de t'installer et de dire, bon, mon recruteur avait cette liste-là qui... Non, mais il te l'a donné, tu es capable... Oui, tu t'attends pas à ce qu'il y ait 100% puis à te mettre à rire de lui. Mais il avait mis tel joueur très haut sur sa liste, il a été repêché en 3e ronde, mais... c'est Nikita c'est ça, c'est un coup de... OK, tu es capable d'évaluer précisément ce que le gars t'avait soumis puis les résultats que ça a donné. Fait que si tu fais un suivi serré, à un moment donné, ce personnel-là devrait bouger. Il y a des dépisteurs qui sont là depuis 35 ans. Ouais. Alors, peut-être qu'ils sont bons depuis 35 ans, mais peut-être que... Peut-être qu'il y a un petit peu de laisser aller. Peut-être qu'il y en a qui ne vérifient pas. Ouais. Ouais.
grosse semaine qui s'en vient, mais faisons un pas de côté, parce que, comme c'est souvent le cas, au moment où vous nous écoutez, vous en savez plus que nous. Ah, quel auditoire sophistiqué, hein, raffiné. Puis merci d'être là. Là, pour qu'on en sache plus qu'eux, il faudrait qu'on enregistre après qu'ils nous aient écoutés. Ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que, Jacques-Alexis, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que techniquement, c'est possible? C'est possible. Donc, j'allais dire, vous savez si... vous le savez, vous autres, si Carey Price est entré ou pas au temple. Nous autres, on ne le sait pas encore. Mais on va faire comme si. C'est comme avec Clay Knudsen. C'est ça. Si on continue à jaser un peu, on en jase jusqu'à 3 heures. On va peut-être être capable de le savoir. Alors, c'est à 15h mardi, donc le 24 juin, que les nouveaux intronisés seront annoncés. Et cette année, il y a Carey qui est à sa première année d'éligibilité. D'admissibilité. Ah, ça se dit pas éligibilité? J'ai beaucoup travaillé sur ma prononciation, comme tu peux le voir. Mais tu peux dire admissibilité, ça se dit plus facilement, puis c'est français. Hey, c'est gagnant-gagnant. Mm-hmm. Donc, admissibilité. Mm-hmm. Alors, Carey. Qu'est-ce qui se passe? T'en ennuies-tu de Carey? Ben, écoute. Un peu. C'était la grosse, c'était la grosse tout ce qu'on affaire. avait. C'est tout ce qu'on avait. Ben, c'est pas vrai, là, mais c'était lui, là. C'était la grosse vedette. Il y en aura d'autres. Visiblement, la prochaine grosse vedette du Canadien ne sera peut-être pas un gardien de but. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est ce que c'était. Alors, est-ce que c'était assez? Est-ce que c'était assez pour entrer à la première année d'admissibilité? Tu regardes d'un point de vue statistique, la période qui couvre toute la carrière de Price, de 2007 à 2022, 2021, 2022. Ouais, 22, mais 2024. Il a joué 3 matchs. C'est ça, il n'a presque pas joué. Carey Price a la 5e meilleure moyenne d'efficacité de son époque. Toukarasque a gagné 308 matchs. C'est celui qui a la meilleure moyenne d'efficacité, mais il a gagné 308 matchs seulement. Il en a joué moins que Price. Price a joué 712 matchs et Toukarasque en a joué 564. Mais tu regardes, il y a un noyau, là. Toukarasque, Roberto Luongo, Henrik Lundqvist, Pekka Rinne, Carey Price. Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, oui. C'est vraiment un noyau de 10 gardiens qui ont à peu près la même moyenne d'efficacité sur un grand nombre de saisons, qui ont tous connu du succès. Je trouve ça drôle avec le recul de voir que Carey Price et Jaroslav Halak ont 1 point de différence dans la moyenne d'efficacité en carrière. 917 versus 916. Bon, Martin, c'est fini, ça. Non, mais c'était un débat qui carburait, qui a animé beaucoup de conversations à Montréal. Mais Carey Price, clairement, ça a été un des meilleurs gardiens de son époque. Il a été reconnu souvent par ses pairs dans les sondages menés par l'association comme étant le meilleur gardien. Ça, je pense que c'est le vote qui pèse le plus. Ouais. Il n'a pas eu la chance de gagner la Coupe Stanley, mais c'est le gars qui était choisi pour être le gardien d'Équipe Canada. Il a gagné la médaille d'or avec Équipe Canada Junior. Il a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques. Il a gagné la médaille d'or à la Coupe du monde organisée par la Ligue nationale, ce qui est un... Ben, il l'a gagné. Il l'a gagné quand même. S'il ne l'avait pas gagné, on dirait que ça compte pas, c'est pas grave ce tournoi-là, mais là, il l'a gagné. S'il n'était pas entré en collision avec notre ami des Rangers, Chris Kreider, il aurait peut-être remporté sa Coupe Stanley. Et il a joué en dépit de blessures au genou. Il y a quand même une finale. Oui. Parce que, tu sais, les gardiens que tu as nommés... en demi-finale aussi. Oui. Mais les gardiens que tu as nommés comme Lundqvist, il n'y a pas de Coupe Stanley. Une finale. Yeah, c'est ça. Au détriment de Luongo, il n'y a pas de Coupe Stanley. Carey. Non. Alors, tout ça pour dire que moi, je serais surpris que Carey Price ne soit pas choisi à sa première année d'éligibilité. Oui. Mais tu sais, pour moi, un des critères principaux devrait être est-ce que tu as été le meilleur ou parmi les meilleurs à ta position pendant une certaine période de temps. Et Carey Price a clairement été le meilleur gardien de la Ligue nationale de 2013 à 2017 environ. Il y a un trophée Vizina, un trophée Hart, ce qui est extrêmement rare pour un gardien, ça vient d'arriver, mais les 2 derniers, c'était Price et José Théodore avant les Bucks cette année.
Donc, ça, c'est extrêmement rare. Un trophée Ted Lindsay, qui est qui est l'espèce de Hart voté par les joueurs. Ça, c'est encore plus rare, non? Un gardien? C'est très, très rare. Oui. C'est peut-être, je dirais pas n'importe quoi, mais c'est vraiment pas arrivé souvent. Non, Dominique Hachek a dû, j'imagine... C'était pas le Ted Lindsay à l'époque, ça portait un autre nom, mais en tout cas... Et on n'accorde pas une si grande valeur à ce trophée-là, nous, les journalistes, peut-être parce que c'est pas nous autres qui votons pour. Moi, je trouve que c'est le trophée qui pèse le plus lourd. Le trophée le plus significatif. Ouais. Là. Cette année-là, Price avait absolument tout raflé, puis il avait été aussi bon, ça c'était 2014-2015, il avait été pratiquement aussi bon en 2013-2014. Honnêtement, sans lui, il n'y a pas de finale de la Coupe Stanley en 2021. Le Canadien ne passe pas les Maple Leafs. Il a été fumant dans cette série-là. Il y avait d'autres facteurs, là, mais... Je pense que c'était le facteur principal. Je vais toujours me rappeler du match numéro 6 à Montréal. Les Leafs mènent 3-2. On est en prolongation. Puis ils ne sont pas encore frappés des yips. Là, c'est moins lourd. Ils croient encore. La prolongation commence et Price se fait bombarder. Là. C'est vraiment le peloton d'exécution. Matthews à bout portant dans l'enclave. Personne devant lui. Il vole la mitaine. J'ai un souvenir assez précis de ce match-là. Et quand Kotkaniemi a marqué en prolongation, puis pour envoyer ça en 7 rencontres, je pense que les tirs étaient 13-2. Pour cette période de prolongation. En l'espace de 10 minutes environ. Ouais. Et il a volé cette série-là. Après, ça a été plus équilibré. Là. Les 4 gros en défense ont fait du beau travail et autres facteurs, mais il n'y a pas de finale sans lui. Ça a été le meilleur gardien à sa position. Il y a le palmarès international qui compte pour le Temple de la renommée. Je pense que le vrai débat un jour, ce sera à savoir est-ce qu'il mérite ou pas d'avoir son chandail retiré par le Canadien. Ça, c'est un vrai honneur, de toute façon. Parce que ça vaut quelque chose. Il n'y a aucun joueur qui n'a pas remporté de Coupe Stanley dont le chandail est retiré. Alors, ce serait quand même, ne serait-ce que symboliquement, ce serait puissant. Comme décision. Et on s'entend, être membre du Temple de la renommée chez le Canadien, c'est pas un trait suffisamment distinctif pour voir ton chandail retiré. Là, il y en a beaucoup. Il y en a tout le tour du vestiaire des photos de joueurs admis au Temple de la renommée. Et même sur l'anneau d'honneur et tout ça, leur chandail n'est pas retiré pour autant. Alors ça, on verra, mais pour ce qui est du Temple, c'est acquis. Moi, je considère qu'il mérite de l'être dès la première année. C'est plus quand tu regardes la compagnie. Là. Parce que chaque année, c'est ça aussi. Là. C'est ça. L'année dernière, c'était une cuvée, je veux dire, entre guillemets, un peu plus faible, ce qui a probablement permis à Shea Weber de rentrer directement dès sa première année. Moi, j'étais quand même surpris que Weber... J'envisageais qu'il puisse l'être éventuellement, là, mais dès sa première saison, j'ai été très surpris. Mais c'était Jeremy Roenick qui attendait son heure depuis longtemps. Il n'y avait pas de nouvelle candidature très, très forte, à part Pavel Datsyuk qui est rentré aussi. Mais sinon, là, cette année, il y a Joe Thornton, puis Jumbo Joe dans les cercles de la Ligue nationale. C'est important. C'est important. Il vaut son pesant d'or, il pèse lourd. Puis en défense, il y a vraiment deux bons, là, deux défenseurs d'exception, Duncan Keith et Zdeno Chara, qui, eux, à mon humble avis, devraient entrer directement au Temple de cette saison. C'est seulement 3, c'est ça? Mais de mémoire, c'est ça. Il me semble que ça peut pas être plus que 3 parce que tu as aussi la catégorie ambassadeur. Il y a des femmes qui sont choisies aussi. Donc, généralement, alors, je suis plus certain. Est-ce que c'est 3? Mais il me semble que c'est 3. Il me semble. Ça me dérange pas. Qu'est-ce qui te dérange? C'est pas tant grave que ce soit 3 ou 4 puis qu'on le sache pas. Ça me dérange pas. Non, ça te dérange pas. Je peux pas dire, moi, que c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a des circonstances, c'est qui est éligible, admissible, pardon. Il y a beaucoup de politique. Comme Joe Thornton, non, Joe Thornton, c'est une carrière qui vaut le... Écoute, la longévité. Ben c'est ça. Mais enfin, voilà. Moi, j'aime ça, ces débats-là, honnêtement, là, mais... Ils vont tous entrer, on s'entend. Ceux-là vont tous y être. Ils vont tous avoir leur place. Et Carey Price... il aurait pu remporter même un titre de joueur le plus utile in absentia. Souvenez-vous, en 2015-2016, le Canadien avait commencé la saison, était au premier rang de la Ligue nationale, si ma mémoire est bonne. Carey Price se blesse et c'était Michael Condon. Mike Condon. Mike Condon, qui était le gardien réserviste. Et Marc Bergevin n'avait pas jugé bon rapidement de se trouver un gardien de la Ligue nationale pour seconder Condon qui avait
Je pense qu'il avait mis la main sur Ben Scrivens. Plus tard, là, les carottes étaient cuites. Puis c'était pas... Non. Et c'est ça avait été une débandade épouvantable. Le Canadien avait terminé, il avait été exclu des séries, il avait fini avec une fiche de 500, 82 points, alors qu'il était premier au classement. Et ça, juste le fait de retirer Price de l'équipe, ça avait montré à quel point il était essentiel à cette équipe-là. Ben Scrivens avait été échangé contre le roi du camion des Oilers d'Edmonton. Vous vous rappelez pas? C'est celui qui avait frappé son pick-up sur un arbre. Ouais. Ah oui! C'est le roi du camion. Ben, c'est parce qu'il il avait une commande. Il s'était fait commanditer. Ah oui, je me souviens pas. Oui, Après l'accident? Non, avant. Il y avait une casquette, le roi du camion. Et tu sais, ah oui, ouais, OK, ben oui. C'est ça la joke. Le roi du camion. Zach Cassian s'était fait commanditer. Par un vrai commerce. Par un vrai commerce. Qui s'appelle vraiment... Québécois. Québécois, mais peut-être franco-ontarien, on ne sait pas, il y en a d'autres. OK. Mais il s'était fait commanditer. Puis c'était pas... c'était pas Rona, là, c'était pas un gros commerce, c'était une petite commandite. Généralement, le roi de quelque chose, c'est pas un gros commerce. Finalement, il a donné beaucoup de visibilité. Il avait sa casquette, le roi du camion, puis il a planté son truck dans l'arbre quelques semaines après. C'était exceptionnel. Puis bon, c'est comme ça que Ben Scrivens s'est amené à Montréal. C'est comme ça que Ben Scrivens s'est amené à Montréal. Je disais, c'est un petit mardi. C'est vrai que il s'est passé 2-3 affaires, là, mais beaucoup de choses mineures. Mais reste que, parce que, on va terminer avec ça, mais son nom a tellement été associé aux Canadiens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que Cole Caulfield et lui... Tous les noms qui circulent dans l'univers. Parce qu'ils sont passés à ça, d'aller le chercher l'été dernier. Ça fait combien de temps que tu animes un balado de hockey? Tous les noms sont associés. Tout le monde rêve de venir jouer à Montréal. Tout le monde veut jouer à Montréal. Christopher Le Temps. Ouais. Patrice Bergeron. Oui. D'ailleurs, ils sont pas venus. Ils sont jamais venus. Pas encore. Donc, Trevor Zegras, c'est à lui que je fais référence. Mais c'est vrai, ça, que c'est passé... Mais oui, je te l'ai compté ça fait plein de fois que je te le raconte. Non, mais je joue la comédie là, pour le bénéfice l'année dernière, au repêchage, il y avait une transaction sur la table, il y avait un échange, et c'est Kent Hughes qui l'a fait avorter à la dernière seconde. C'était Logan Mailloux et un choix de premier tour. Qui est devenu Michael Age. Qui était le choix le 20... Non. Ben, je pense qu'à ce moment, c'est le 21e Michael Age, mais c'était le 26 à l'origine. Et je ne sais pas s'il était déjà devenu le 21 ou s'il était encore le 26 à ce moment-là. Okay. Là. Mais c'était ce choix-là et Logan Mailloux contre Trevor Zegras. Et à partir du moment où le Canadien a... Parce que l'idée, c'était d'aller chercher du talent pur, offensif, là, des gens qui ont des aptitudes élites. Et Zegras... veut pas qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, entre dans cette catégorie-là jusqu'à un certain point. Lorsque le Canadien, de ce que j'ai su, a mis la main sur Ivan Demidov... Il n'avait plus besoin de talent. Non. On est plein. Ils ont jugé qu'ils préféraient garder leur choix de premier tour et Logan Mailloux parce qu'il venait de mettre la main sur un joueur qui a des aptitudes. Qui estimait pouvoir faire la différence offensivement et qui préférait garder ces munitions-là, donc... Alors, c'est vrai que c'est passé très, très près. Et l'intérêt du Canadien pour Trevor Zegras était réel. Puis maintenant, parce que... c'est évident. Là. Parce qu'ils n'ont pas... Parce que là, les Flyers, ça n'a pas coûté cher. Là. C'est Ryan Poehling, mais un choix de troisième. Un choix de deuxième tour et de quatrième tour. Ouais. Écoute, je trouve que ça montre... Je lisais des commentaires dans d'autres médias ce matin, des gens qui varlopaient le directeur général des Ducks en disant « Voyons, c'est trop peu, ils l'ont donné, c'est ridicule, il aurait pu attendre. » Ça fait pas mal longtemps qu'il est sur le marché. Là, ça faisait pas 5 minutes et ils ont pas mal fait. Ils ont trop attendu. Si ça s'est soldé par Ryan Poehling et un choix de deuxième et un choix de quatrième tour, c'est parce que le marché était là. C'était la meilleure transaction pour eux. Moi, je trouve que c'est un pari intéressant. Oui. Indéniablement, Zegras a des habiletés. Absolument. Son rendement qu'on juge insatisfaisant jusqu'à présent. Tantôt, j'ai fait un petit comparatif qui était intéressant. Là, tu nous le diras, on va te le dire si c'est intéressant. Si on regarde après 240
4 premiers matchs de sa carrière. Trevor Zegras est rendu là. 0,7 points par match. C'est le même rendement que Nathan McKinnon. C'est le même rendement que Drake Batterson. C'est le même rendement que Ryan Nugent-Hopkins. Le même rendement que André Palat. Le même rendement que Carter Verhaeghe. Supérieur de 1 point à Carter Verhaeghe. Puis là, tu as des gars comme Radulov en dessous de ça. Alors, on lui reproche des choses à Zegras. On trouve qu'il manque peut-être de caractère, etc. de travail. Mais là, il arrive, il a 24 ans. Il va arriver dans les années les plus productives de sa carrière. Peut-être qu'un changement de contexte, des fois, ça donne un électrochoc à un athlète. Ça va peut-être être un cas à la Jonathan Drouin, qui a eu des bonnes premières années dans la Ligue nationale puis qui n'était pas capable de soutenir ce rythme-là ou qui n'était pas capable d'assumer une position de leadership dans une équipe, dans le sens de prendre charge sur ses épaules l'attaque d'une équipe. Un bon joueur pour seconder des joueurs d'élite, mais moins pour transporter lui-même son équipe. Mais je trouve que c'est un pari très intéressant pour les Flyers qui avaient de la difficulté à marquer des buts, qui ont besoin de trouver quelqu'un pour donner la rondelle à Matvei Michkov. Zegras, c'est un bon passeur. Là. C'est un passeur avant d'être un marqueur. Et il y a des mains exceptionnelles. Alors, ça va peut-être être une bonne combinaison. Ça a du potentiel, en tout cas. C'est ça. Puis tu regardes, tu te places dans les souliers de Daniel Brière qui a fait cette transaction-là. Peut-être qu'il se reconnaît là-dedans. Lui, il est le type de joueur qui a mis du temps avant de s'affirmer dans la Ligue nationale. À un moment donné, il a été soumis au ballottage, il a été ignoré par tout le monde au ballottage. Puis il est devenu un joueur d'élite de la Ligue nationale. Fait que j'imagine qu'ils vont tenter de travailler avec lui. Ils ont un nouvel entraîneur à Philadelphie qui va peut-être s'en occuper plus. Puis il va avoir la chance probablement de jouer avec un jeune joueur d'élite aussi. On verra ce que ça donnera, mais moi, je trouve que c'est un beau pari. C'est exactement le genre de pari que les Capitals de Washington ont fait avec Pierre-Luc Dubois ou avec d'autres joueurs pour se reconstruire rapidement en misant sur du talent qui ne s'était peut-être pas affirmé ailleurs de façon satisfaisante, en disant, nous, on va le placer dans un contexte qui va fonctionner. C'est un pari à la Kent Hughes aussi, là. Oui. À la Kirby Dach, à la Alex Newhook. Puis Trevor Zegras, je pense que, en tout cas, on estime en Anaheim que c'est beaucoup une question de contexte et que les rumeurs à son sujet, là, comme quoi il n'était pas sérieux, puis il manquait de maturité et tout ça, étaient surfaites. Ouais. Que c'est un bon garçon, puis que ses coéquipiers l'adorent. Ça, c'est souvent un signe. C'est un signe c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un signe de santé là, dans le vestiaire et tout ça, du fait que t'es pas un cas problème, t'es pas un leader négatif, t'es pas. Alors, Trevor Zegras était apprécié de ses coéquipiers. De ce qu'on m'a déjà raconté, c'est pas quelqu'un qui manque de maturité tant que ça par rapport à ce qu'on pourrait croire. Clairement, entre lui et Greg Cronin, l'ancien entraîneur des Ducks, c'est ça. Le courant passait pas du tout. C'était un entraîneur de la vieille école. Je suis pas sûr que Zegras appréciait tant que ça. Ils ont essayé de travailler ensemble. Il y en a un qui a essayé de se plier aux commandes de l'autre, de jouer à sa manière. Il est passé du centre à l'aile. On lui a demandé autre chose, là, vraiment. Et puis, je pense qu'il a tenté de s'en accommoder comme il pouvait. Mais ça n'a pas été un mariage heureux du tout. Et là, bon, ils ont un nouvel entraîneur, Joel Quenneville, ce qui me laissait croire que peut-être qu'ils allaient lui donner une autre chance. C'est étonnant, non? Parce que... Peut-être, oui. Ben, dans ce contexte-là, j'aurais cru effectivement que c'est pas le temps de l'échange. C'était le temps l'an passé. Surtout qu'ils ont beaucoup de marge de manœuvre sur le plafond déjà. Là, ils se sont débarrassés de son salaire, mais ils ont quelque chose comme... je sais pas, plus de 30 millions, je pense, de disponibles. C'était pas un enjeu. C'était pas un enjeu. Ouais. Si eux l'ont vu sous toutes ses coutures et ont évalué, il lui reste une année de contrat, nous, on ne sera pas intéressés à poursuivre. Il ne voudra pas rester ici. Y a ça. De toute façon, on le laisse partir, mais ça veut... Un gars qui produit comme ça, dans un contexte où on juge que c'était insatisfaisant, vous avez entendu les noms que j'ai nommés tantôt. Moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer d'allumer une nouvelle flamme. Tout à fait. Avec un bon entraîneur là, qui a une excellente réputation. Donc, c'est un beau pari, effectivement. Et n'est-ce pas étonnant que ce qui intéressait le Canadien l'an passé, là, je veux bien croire qu'ils sont dans du talent, ils en ont trop, mais... Ils n'en veulent plus, on n'en veut plus. Mais n'est-ce pas étonnant que... Enfin, on ne sait pas aussi, peut-être que ça a été revisité puis que finalement, les Ducks ont préféré l'offre des Flyers. Mais il semblait qu'il y avait clairement de l'intérêt. Là.
Il y a eu de l'intérêt. Puis là, je veux dire, justement, là, je te le donne à rabais. Là, il me semble. Les Canadiens n'ont pas une marge de manœuvre infinie non plus. En ce moment, ils ont quelque chose comme 6 ou 7 millions, je pense, pour la prochaine saison. Ça n'inclut pas le contrat de Carey Price qui, éventuellement, va se retrouver sur la liste des blessés à long terme. Puis là, il y aura de quoi faire un peu plus. Mais on ne patauge pas dans l'espace salarial. Est-ce qu'on préférait garder nos munitions pour essayer de faire autre chose, qu'on a jugé que c'est plus ce genre de gars-là dont on a besoin? J'ai l'impression que oui, parce que le Canadien aurait eu les moyens d'être compétitif là, Oui. avec une ça. offre comme celle-là, ouais. sans aucun problème. Bon, ben, ça y est. On a réussi. On a les droits. Et pour pas cher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Il a marché la fond, le gars. refait une scène du dîner de con. Ça fait longtemps. Sur le Dark Web, il y a le film au complet. Là. Oui, on a fait le film au complet. Alexandre Gascon et Thierry Brochant. Il est méchant, M. Brochant. Il est mignon, M. Pignon. Alors, non, Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Alex, merci infiniment, mon vieux. C'était un plaisir. Vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là, vendredi? Qu'est-ce que tu fais vendredi? Moi, je suis au quartier général du Canadien de Montréal, au Centre Bell. Ah oui? Oui. Dans la grosse le gros aréna. Cette organisation-là a beaucoup ramené... Le QG c'est le Canadien à Montréal. De Montréal. C'est pas le Canadien du 10-30. C'est pas le Canadien de la Rive-Sud, là. Pas un club de banlieue, là. Non. Ça fera. La plupart des joueurs habitent maintenant à Vieux-Port, Centre-Ville, tout ça, sur l'île. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans le temps de Marc. C'était une plus vieille équipe, tous des pères de famille. Ils s'entraînent plus souvent au Centre Bell aussi. Tous les matins de match. Exact. Oui. Donc, il y a eu cette volonté-là de se réapproprier le Centre Bell et les bureaux aussi, ça a de l'air. C'est très bien. Donc, j'y serai. Parfait. Donc, je le répète, sur YouTube dès 19h. On remet ça avec notre visionnement. On regarde le repêchage, on en parle, puis c'est ça le show. Et vous nous regardez. C'est ça le show. Regardez le c'est repêchage. Non, mais des fois, il y a des affaires intelligentes qui se disent. Une petite blague. C'est qui va être avec Kevin toi? Breton est là, Okay. comme par le passé, puis j'en sais pas plus. David Marcoux sera là également. Ah, d'accord. C'est qui David Marcoux? C'est qui David Marcoux? C'est pas un ancien... entraîneur de gardien. Entraîneur de gardien, ouais. Non, c'est ça, je pensais. OK, je pensais que je cherchais quelqu'un à Radio-Canada. Non. Ouais. David Rioux, notre estimé collègue gourou des médias sociaux. Ouais. Désolé, David, de t'avoir débaptisé. Je l'ai dit, 19h. Puis et ne nous cherchez pas dans le jour sur OHDio ou ailleurs parce qu'on enregistre après le repêchage vendredi. L'épisode sera disponible samedi. À m'amener. Ça, c'est l'heure officielle. A-M-A, à m'amener. C'est A-M. En A-M, en Ammané. Peut-être. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'était un plaisir, messieurs. Moi, je vais être dans la salle de conférence ici. Tu vas checker ça. Vendredi, je vais passer la soirée ici. Parfait. On se fera venir. Et je vais être en communication constante avec Marc-Antoine. Puis ouais, Godin Godini est à Los Angeles. Ouais. LA. Pour faire de la prestidigitation sportive. Pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire faire de la magie. Bravo, Godini. Le grand Godini. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Bonne Saint-Anne. Puis on se retrouve en fin de semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.